podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses. Rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous parle politique sans prise de tête en essayant d'être pédagogique, compréhensible, je sais pas ce que vous voulez, en tout cas on essaie d'apprendre des choses sur la politique, ce que c'est, comment ça fonctionne, tous les lundis sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict et vos applications de podcast préférées avec mon camarade Nemo. Salut Nemo. Salut Adrien. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a dans notre besace ? Ah, cette semaine, on a dans notre besace un ministre important du gouvernement, et c'est un ministère qui existe depuis toujours, et qui d'ailleurs la fonction ne commence pas par le mot ministre, mais par le mot garde en général. Et oui, prenez garde, puisque maintenant c'est le petit extrait sonore qui va nous introduire le sujet. Alors Nemo, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? On vient d'entendre le générique de Faites entrer l'accusé, qui est une émission super bien. C'est mon émission préférée, je ne le cache pas pour cette émission. Mais on va pas parler de Faites entrer l'accusé, ni de Christophe Ondelat malheureusement, mais on va parler du garde des Sceaux, du ministère de la Justice. Et oui, parce qu'effectivement, pourquoi Faites entrer l'accusé ? Parce que c'est une émission qui parle autant de l'enquête que de comment la justice traite les affaires, pour le coup, souvent criminelles. Donc, c'était l'occasion de parler du garde des Sceaux, qui est le nom du ministre de la Justice, qui est donc dépositaire, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, qui est dépositaire du sceau de la République, utilisé pour sceller les actes constitutionnels. C'est un ministère qui est pas simple, parce que on l'a vu avec les épisodes, la trilogie sur la Constitution, la République française est pensée avec la division entre le pouvoir exécutif, le gouvernement, le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale, le Sénat, et le pouvoir judiciaire qui doit être indépendant. Et le ministère de la Justice, qu'est-ce qu'il fait justement, Nemo ? Il gère notamment les magistrats du parquet. Alors, il faut bien comprendre, dans la justice, il y a les magistrats du parquet et les magistrats du siège. C'est-à-dire, les magistrats du parquet, ce sont les procureurs, notamment, celui qui porte l'accusation publique, et les magistrats du siège, ce sont les juges. Donc, les juges, eux, sont indépendants. Le ministre de la Justice ne nomme pas les juges, ne gère pas les juges. En revanche, il gère le parquet, c'est-à-dire l'accusation publique. À noter quelque chose qui est aussi assez souvent oublié, mais le ministère de la Justice, il gère également les prisons. Oui, tout à fait. C'était dans les trucs que je me suis noté. Effectivement, il gère les prisons. Il gère aussi, la protection judiciaire de la jeunesse, l'inspection générale de la justice. En fait, il intervient notamment dans des affaires comme, je pense à ça. Je sais pas si tu te souviens, Nemo, de l'affaire du mur des cons. Oui. Est-ce que tu peux justement nous redonner un petit peu ça ? Alors, l'affaire du mur des cons, c'est le syndicat de la magistrature qui avait été pris, des images de France 3, si je ne dis pas de bêtises, sur lequel il y avait un mur des cons. En fait, ils avaient mis un mur qui s'appelait le mur des cons, dans lequel ils avaient affiché des photos, des portraits d'hommes politiques, principalement de droite, puisque le syndicat de la magistrature est classé à gauche, et ça avait fait scandale, puisqu'un syndicat qui se moque, ainsi, voilà. Et du coup, la question était de savoir est-ce que le ministère de la Justice allait réagir, puisque c'est lui notamment qui est chargé de la discipline et des sanctions disciplinaires pour ce genre de cas. Mais après, le ministère de la Justice, c'est un ministère compliqué parce que c'est un ministère de cohabitation. Pas politique, mais administratif. C'est-à-dire qu'à la fois, il est avec le ministère de l'Intérieur qui gère les forces de police,
Et en même temps, il est avec le Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, qui gère beaucoup. On va pas rentrer dans les détails parce qu'on en fera peut-être une émission dessus. Ouais, dans les grandes lignes, le Conseil supérieur de la magistrature nomme les magistrats souvent sur proposition du ministre de la Justice. Et à la fin, c'est le président qui les nomme par décret. Le Conseil supérieur de la magistrature gère aussi la déontologie et la discipline des magistrats, mais en partenariat à chaque fois avec le ministre de la Justice. Donc, effectivement, il a un peu, je vais prononcer le terme, le cul entre deux chaises, ce ministre de la Justice. Ah oui, clairement. Et du coup, la personnalité qui est aux manettes, c'est la place Beauvau. Non, pas la place Beauvau, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est place Vendôme. Voilà. Voilà, la personne qui est en charge qui est ministre de la Justice doit imprégner sa patte. Donc, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un comme Christiane Taubira ou Éric Dupond-Moretti, qui sont des personnalités en elles-mêmes, que pour Pascal Clément, que je pense tout le monde a oublié. Oui, moi aussi, je t'avoue, je vois pas qui était, je crois, ministre de la Justice sous Chirac. Par contre, voilà, il y en a qui sont plus connus. On pense à Robert Badinter, forcément, pour la peine de mort, ou Alain Péréfitte, qui a été ministre de la Justice également, mais qui, lui, a une carrière qui mériterait, là aussi, un numéro complet. Donc, oui. Ouais, effectivement, chargé de l'action et de la juridiction. En fait, il va aussi, le ministre de la Justice va aussi présenter devant le Parlement tout ce qui est projet de loi relatif au droit pénal. Alors, pénal, je sais pas si ça parle à tout le monde. Enfin, je sais pas si Nemo, tu veux expliquer ce que c'est. Alors exactement. En gros, dites-vous que dès que ça concerne des sanctions, la gestion des remises de peine ou tel truc correspond à telle peine, etc. Par exemple, là dernièrement, il y a eu un projet de loi sur l'inceste. Oui, c'est vrai. Sur la condamnation de l'inceste. Ouais. Et donc du coup, c'est le ministre de la Justice qui s'en charge. Alors ce qui a posé notamment question, puisque, alors là je vais rentrer dans le cas présent d'Éric Dupond-Moretti, puisque Éric Dupond-Moretti est un ancien avocat. Donc là, vous imaginez les conflits d'intérêts, non seulement, on va dire, idéologiques et philosophiques, c'est-à-dire qu'il a un passé, un vécu d'avocat, mais également il a été impliqué dans des affaires hautement médiatiques, affaires qui peuvent faire l'objet de projets de loi qui sont actuellement en discussion. Donc voilà. Et outre le fait qu'également, Éric Dupond-Moretti, étant pas un homme politique, mais vraiment un avocat de prétoire, c'est-à-dire quelqu'un qui fait vraiment des plaidoiries, il est un peu en décalage avec la culture parlementaire. Et ça frotte quand même, ça clash quand même pas mal entre lui et les parlementaires, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale. Justement, je voulais revenir pour illustrer le rôle du ministre de la Justice, qui est vraiment, je pense, sans doute un des plus compliqués à mon sens. Quelles réformes importantes de la justice, parce qu'on parle tout le temps de réforme de la justice, selon toi, ont un peu marqué la Ve République ? Alors, je dirais d'abord, il y a Perfit, je crois que c'est la loi Sécurité et Liberté, qui était une des dernières grandes lois du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, qui renforçait, qui diminuait les remises de peine, qui renforçait les procédures, etc. Bref, ça avait fait grand bruit à l'époque, puisque quand Mitterrand est arrivé, il a un peu balayé tout ça. Mais je sais pas, il y a la réforme de la garde à vue. C'est bizarre à dire, mais je pense qu'une des dernières grandes réformes de la justice, elle est même pas dans les mains du ministère de la Justice. C'est quand Sarkozy fait une réforme constitutionnelle qui autorise les questions prioritaires de constitutionnalité à tout le monde, qui interroge le fait de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel via toute une démarche. Donc voilà. Et c'est les réformes de la justice. Là, on en entend parler parce que il y a une espèce de logique qui fait que dès qu'il y a un grand fait divers ou un grand procès qui arrive devant l'opinion, les politiques ont tendance à faire des projets de loi sur la justice. Mais voilà, t'en dire un là comme ça. Il y a eu la carte, ce qu'on a appelé la carte judiciaire, avec la carte en fait des tribunaux en France, et qui a posé beaucoup de problèmes, en tout cas pour ce que j'en ai compris, puisque en fait la question c'est la question de la justice pour tous et de la proximité de cette justice, qu'on n'ait pas 300 bornes à faire pour aller au tribunal plaider sa cause. Ça effectivement c'est une réforme qui à mon avis est notable. D'autres réformes, et pour le coup il y en a une qui a son actualité malheureusement, c'est la question, l'interrogation de la responsabilité pénale, notamment
en cas de démence de la personne, puisque, en tout cas en France, en courant 19e, 20e siècle, on a décidé, en tout cas, par voie démocratique, de ne pas juger les personnes dont le jugement serait altéré. Ce qui c'est pose l'affaire Halimi, ça, actuellement. Voilà, c'est l'affaire Halimi en ce moment. Ouais. L'affaire Halimi, en tout cas, repose la question, puisqu'on est face à une personne qui donc n'est pas en capacité de pouvoir répondre de tous ses acts, et en plus, là, elle était sous l'emprise de drogue, et donc, du coup, la personne a été reconnue coupable, mais non responsable pénalement, donc elle ne va pas en prison. Par contre, vous pouvez être sûr qu'elle va être dans un centre spécialisé pour elle. Et en fait, la question, c'est le fait qu'il n'y a pas de procès. Et comme oui. on ne juge pas, voilà, il n'y a pas de procès pour les familles. Mais oui, mais tu vois, pour reprendre ce côté entre deux chaises, je me disais, c'est bizarre, j'arrive pas à trouver une grande réforme de la justice, mais c'est aussi parce que le fait que les grandes réformes, en général, elles sont à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur, je veux dire. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de l'article 24 de la loi sécurité globale, c'est porté par Gérald Darmanin et pas par Éric Dupond-Moretti. C'est-à-dire qu'en fait, d'un certain point de vue, le ministère de la Justice, il n'a pas souvent le bon rôle, en fait. C'est-à-dire, c'est censé être lui qui dit le oui mais. C'est-à-dire qu'être ministre de l'Intérieur et dire voilà, il faut plus de moyens pour les policiers, etc., c'est une position politique qui est assez facile à tenir, qui n'est pas forcément consensuelle ou unanime, mais c'est assez facile, ça se défend. Tandis que dire oui, mais alors le respect de l'état de droit suppose que, ou alors les conditions des prisonniers, oui, on n'a pas envie forcément que les prisonniers ressortent, mais vous comprenez, il faut quand même respecter certaines choses, etc. Ce qui fait que le ministère de la Justice n'a pas forcément un bon rôle devant l'opinion publique. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à assumer, puisque d'un côté, vous avez un ministère de l'Intérieur qui, si je caricature un peu, vient en aide aux victimes, tandis que l'autre est chargé d'organiser les procès où on prend le temps et on détaille, etc. C'est ça qui est dur, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui est pas simple aussi à comprendre dans notre temps, qui est beaucoup empreint par la médiatisation des affaires, c'est le droit à la défense aussi. On parle beaucoup des droits des victimes, et je comprends tout à fait à juste titre, il y a aussi un droit à la défense, il y a le droit d'être jugé équitablement et en proportion de ce qu'on a pu faire. Et c'est vrai que la justice, dans tout ce qu'elle comprend, les magistrats, etc., doit prendre en compte ça. Et c'est vrai que la position du oui mais, elle vient notamment du fait qu'un juge, quand il va juger, et qu'on va essayer de remettre en cause sa décision, il va vous dire « Ok, mais si la loi n'est pas juste, vous changez la loi. » Parce que lui ne fait qu'appliquer son boulot, en fait. C'est ça. À noter, pour reciter une figure dont on a déjà parlé dans cette émission, mais un ministre de la Justice connu, c'était Jacques Toubon, notamment. Eh oui, sous Chirac. Parce que je sais pas si vous vous rappelez de l'affaire de l'hélicoptère et de Jean Tibéry, quand même. Alors, pour vous resituer le contexte, il y a... alors, Jean Tibéry, maire du 5e arrondissement, si je dis... Enfin bref, maire d'un arrondissement de Paris. Sa femme, Xavier Tibéry, est mise en cause par l'adjoint d'un procureur. Oui. Le procureur, et du coup, comme le procureur n'est pas là, il est en vacances, le garde des Sceaux envoie un hélicoptère pour rapatrier le magistrat parce qu'il est en vacances, genre dans l'Himalaya ou quelque chose comme ça, pour le ramener. Et du coup, l'indépendance de la justice, l'image était absolument terrible. Et notamment, aussi Jacques Toubon, c'est le garde des Sceaux aussi qui s'est opposé au Pax. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce genre de choses. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit la carrière qu'il a eue après, c'est quelque chose de totalement différent. Donc voilà, le ministère de la Justice, il a que des coups à prendre. En général, c'est vraiment un ministère où il n'y a pas grand-chose à gagner. Je dirais que l'un des rares exemples, il y a Badinter, il y a Taubira, puisqu'elle restera associée au mariage pour tous. Ils se sont pris des coups, les deux là. Ils se sont pris des coups. Ils se sont pris plein de coups. Mais c'est très facile de taper sur le ministre de la Justice, parce qu'il suffit de prendre un procès où ça se passe mal, hop, c'est pour le ministre de la Justice. Tandis que quand il y a une manifestation où ça se passe pas très bien, c'est plus compliqué d'attaquer le ministère de l'Intérieur, parce que c'est les flics, c'est vraiment... c'est pas un ministère facile, vraiment. On notera d'ailleurs que je pense qu'un des plus courts passages au ministère de la Justice, c'est François Bayrou. Oui, j'allais le dire. Ouais. Parce que François Bayrou, il est resté 1 mois. Un truc comme ça. Ah ouais, j'en aurais dit 2, mais ouais, c'est possible. Il est resté 1 mois, mais il s'est fait rattraper par des affaires
judiciaire. Et qui, je ne sais pas ce qu'on donnait à la fin, mais voilà, c'est assez intéressant. Et dernier point, pour terminer sur le côté difficile du ministère de la Justice, c'est que l'indépendance du ministère de la Justice est systématiquement remise en cause. C'est-à-dire, comme la justice est censée être indépendante, mais que le ministre de la Justice est une personnalité politique, je vous laisse imaginer les coups de billard à 3 bandes. Et oui, parce qu'effectivement, il y a que des coups à prendre et chaque opposition a toujours cet argument de la fameuse indépendance de la justice et de quand moi je serai au pouvoir. Si vous les avez pas vus, rappelez-vous les interventions de Mélenchon quand il était dans les affaires judiciaires contre la garde des Sceaux à l'époque. Enfin, c'est quelque chose. Il y a vraiment des haines et des violences qui se caractérisent dans ce ministère. Hein. C'est vraiment quelque chose de très fort en fait. Rappelez-vous également de la façon dont on en a parlé, dans la façon dont Christiane Taubira a été traitée par l'opposition. C'est quelque chose d'assez dingue, quoi. Et pourtant, c'est un ministère qui doit faire respecter une indépendance, raison pour laquelle, notamment, on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'était pendant la 2017, l'élection présidentielle, mais Jean-Jacques Urvoas, qui a succédé à Christiane Taubira, a été accusé d'avoir fait passer des documents à Thierry Solaire, qui est un député de la majorité, et voilà, et ça s'est fini devant la Haute Cour de justice de la République, quoi. Oui, et aussi un autre point dans cette, avec ces deux personnages, donc Jean-Jacques Urvoas et Christiane Taubira, c'est comment être ministre de la Justice en temps d'état d'urgence terroriste. Ça, c'est une vraie difficulté puisque en fait, l'état de droit saute en partie, en tout cas, on espère. Après, c'est à chacun et à chacune de juger, mais assurer la justice en temps de terrorisme, c'est un vrai défi. Je voulais juste citer quand même une personnalité, j'avais oublié parce que là je suis sur la liste des ministres de la Justice parce que c'était curieux, et je trouve que quelqu'un qui s'en est très bien sorti dans l'exercice, c'est Rachida Dati. Oui, et la carte judiciaire, c'était pas sous Rachida Dati ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le fait est qu'elle a été nommée, Rachida Dati, qui n'était pas une personnalité de premier plan au moment où elle est nommée, elle arrive au ministère de la Justice sous Nicolas Sarkozy, qui est quand même pas la présidence la plus simple à gérer quand on est ministre, et elle est devenue garde des Sceaux comme ça, et elle est toujours là aujourd'hui, et c'est une personnalité incontournable de la droite française. Donc voilà, c'est... Je sais que son passage, en tout cas, au ministère de la Justice, avait été très apprécié par les équipes sur place, que c'était vraiment quelqu'un de... En fait, pour la petite anecdote, en fait, la tradition quand un ministre est nommé, c'est qu'il fasse sauter son staff. C'est qu'il vient avec son équipe, son directeur de cabinet, son directeur de la com, etc. Ce qui n'a pas été le cas de Rachida Dati, et ça a été beaucoup apprécié puisque elle a pu mettre en avant l'expertise des personnes qui avaient déjà connu un mandat ou deux, et qui du coup ont pu faire avancer des dossiers. Après, je connais pas le bilan exact du passage de Rachida Dati, mais voilà. En tout cas, on espère que cette émission vous a permis de creuser la question. Il y a plein de belles choses. On n'a pas cité, par exemple, les tribunaux pour enfants, qui pour moi est un acquis. Les prud'hommes. Les prud'hommes. On sait qu'on en a fait une émission spéciale, mais c'est vraiment une chose importante qui se joue dans les tribunaux. Et en tout cas, il faut faire attention à ce qu'on fait quand on réforme ça. Voilà. Et surtout, quand un gouvernement est fait, faites bien attention à qui est garde des Sceaux. Vraiment, ça donne une indication. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de pouvoir à la présidence et au Premier ministre, mais le garde des Sceaux, c'est quand même un poste d'importance puisque ça donne des indications sur ce que sera la politique également de l'intérieur aussi. Tout à fait. Merci beaucoup, Nemo. Merci, Adrien. On te retrouve dans Swing State, un podcast qui parle de politique américaine et peut-être de justice aussi. Il y a beaucoup de juges. SCOTUS, la Supreme Court of Justice. Enfin, la Supreme Court of the United States. Voilà, on te retrouve dans ce podcast-là. On remercie Suzy Q pour le générique, on remercie PodCloud pour le flux RSS, on remercie YouPod qui nous permet de mettre ce podcast sur YouTube, et on vous remercie, vous, qui avez la gentillesse de nous écouter et de nous faire savoir avec des termes plutôt amicaux, et ça fait toujours plaisir. À la semaine prochaine, salut! À la semaine prochaine! Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.